Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez de beaux mois d'été et que votre palle descend doucement. Pour ma part, je vous reviens aujourd'hui avec 4 lectures. Parmi ces lectures, il y en a 3 qui sont très centrées destin de femmes à travers différents pays ou différentes générations. C'était pas fait exprès, mais écoutez, c'est le hasard des lectures. Et donc, je vous propose que nous y allions sans transition. J'ai tout d'abord lu Rose Madder de Stephen King. Alors, c'est un roman qui est classé en horrifique, mais moi j'ai trouvé que ça faisait plutôt thriller, mais on y reviendra. Ce roman fait 762 pages. Il a été publié en 1995 et en version française en 1997. J'avoue, quand j'ai vu les dates de parution, j'en suis restée comme deux ronds de flanc. Parce que c'est à la fois un roman qui est hélas très moderne et à la fois bien de son époque, de par le contexte, on va dire. Alors, dans ce livre, dans Rose Madder, on va suivre l'histoire de Rosie, qui est une femme battue, qui vit avec un conjoint violent depuis 14 ans environ. Et donc voilà, on est directement plongé dans la vie d'enfer de cette femme. Et en plus, elle a la particularité que son mari est flic, ce qui rend son problème encore plus complexe parce que elle ne peut pas aller voir la police pour se plaindre, puisque son mari est flic au commissariat local et il est plutôt haut placé. Donc voilà, ça c'est le point de départ, c'est le cadre global de cette histoire. C'est d'ailleurs Rose Madder, un des romans féministes, considérés comme féministes de Stephen King. Et effectivement, je rejoins totalement cet avis. D'ailleurs, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais remercier Louane, ma copine Louane, qui m'a offert ce livre. Vraiment merci parce que c'était incroyable, j'ai adoré ma lecture. On va suivre Rose au départ dans ce climat familial violent, très violent. Attention, King n'y va pas de main morte sur les scènes de violence. Et on va suivre comment Rosie, elle va fuir son foyer, comment elle va fuir Norman, son mari, et on va la suivre ensuite dans sa nouvelle vie, si on peut dire ça. Et la particularité de ce livre, c'est que oui, on suit Rosie durant toute sa progression vers la fuite et la reconstruction, mais on va aussi suivre dans d'autres chapitres Norman, le mari violent, qui traque Rosie. Et comme il est flic, ça lui facilite pas mal les choses. Et c'est donc en ça, en fait, que moi, j'ai trouvé que ça ressemblait plus à un thriller avec ce immense paradoxe que finalement, souvent dans les thrillers, on suit en fait un petit peu soit les victimes ou les flics qui enquêtent, et en parallèle le grand méchant ou la grande méchante ou les grands méchants, et on les voit se rapprocher de leur prochaine victime, etc. Et c'est ça qui crée la tension. Et donc là, le grand paradoxe, c'est qu'on a cette alternance entre on suit la victime et on suit son chasseur, sauf que le chasseur, c'est le flic. Et donc voilà, c'était hyper intéressant de ce point de vue-là. Ça a amené énormément de tension de voir ce parallèle. C'était peut-être en ça que c'est un petit peu horrifique, mais moi ça m'a fait plus des vibes de thriller, de par cette construction. Ça m'a fait penser un petit peu à Monsieur Mercedes dans la construction par exemple. Vraiment j'ai adoré justement cette balance entre on voit Rosie qui avance elle dans sa nouvelle vie et on voit Norman qui est dans sa traque, dans son obsession pour retrouver Rosie. C'était hyper stressant en fait. Parce qu'on n'a pas envie qu'il la retrouve. Voilà, puis Rosie, elle fait plein de belles rencontres dans sa nouvelle vie. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ça apporte beaucoup de douceur, d'espoir. Ça montre la force de ces femmes, parce que Rosie, elle n'est pas la seule à vivre ça. Dans les personnes qu'elle rencontre, il y a d'autres femmes qui ont subi des violences. Et donc voilà, on suit quelques femmes comme ça et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je les ai toutes trouvée touchante. Il y a beaucoup de personnages bienveillants dans ce livre et ça fait du bien. Mais voilà, à côté de ça, on a le pendant qui s'appelle Norman et qui nous rappelle qu'il y a aussi voilà, des mauvaises personnes dans ce monde. Alors, dans ce livre, plutôt donc thriller pour moi, plutôt thriller qu'horrifique, on a une part de fantastique qui est liée à ce tableau qui est sur la couverture. D'ailleurs aussi, je vais oublier de vous le dire, mais j'ai lu ce livre dans le cadre du challenge Mozart de Véronique Pariana, autrice, pour le mot-clé peinture, parce que donc va y avoir à un moment donné un tableau dans cette histoire qui va jouer un rôle et qui va apporter la dimension fantastique à l'histoire. Moi, j'ai adoré.
Déjà, je m'attendais à ce qu'il y ait du fantastique, donc ça ne m'a pas dérangé. Puis de manière générale, j'aime beaucoup quand il y a des touches de fantastique, même quand je suis pas prévenue, quand je m'attends à un thriller et que d'un coup il y a une petite dimension fantastique. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, j'aime beaucoup ça. Et ici, j'ai beaucoup aimé la dimension fantastique. Je trouvais qu'elle apportait vraiment quelque chose. Et elle apporte quelque part un peu de mystère, bien sûr, mais aussi un petit peu de magie, mine de rien. J'ai beaucoup aimé comme c'était exploité. Et puis, c'est pas anodin, ça a un vrai rôle, il y a un vrai message derrière, une vraie utilité. Donc voilà, moi ça m'a plu. Clairement, j'ai adoré cette lecture, voilà, j'ai aimé ces personnages, j'ai aimé l'ambiance, du coup on est dans les années 90, donc on retrouve un petit peu le cadre de cette époque, et ça mécaniquement ça crée d'autres tensions, de différentes tensions, il n'y a pas de téléphone portable par exemple, c'est tout bête, mais ça a son importance en fin de compte, pour se joindre, etc. C'est pas toujours facile. Enfin, du moins, c'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et ça crée mécaniquement à des moments des points de tension. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. J'ai vraiment aimé cette lecture. Je comprends pourquoi il est considéré comme un des romans féministes de Stephen King. Je rejoins totalement cet avis. Rosie, c'est un personnage vraiment fort, emblématique. Et ce message porte des messages hyper intéressants du point de vue voilà, des violences sexuelles et sexistes. D'ailleurs, je vous avais dit dans la vidéo précédente que je vous ai faite, je vous avais parlé, je l'ai rangé, mais je vous avais parlé de La terreur féministe d'Irénée, qui est un essai féministe, et je vous avais dit que en lisant Stephen King, Le Rose Madder, j'avais vu une petite phrase qui m'avait fait penser à la terreur féministe. Du coup, je vais vous lire cette petite phrase qui ne spoile pas, je vous rassure. C'est la phrase qui dit « C'était elle qui avait raconté aux journalistes que les hommes n'étaient pas leurs ennemis, mais que s'ils frappaient, elle rendait les coups. » Voilà. Et c'était exactement le propos de la terreur féministe d'Irénée, qui était de dire, en gros, les femmes n'appliquent pas la violence par domination ou par plaisir, elles l'appliquent juste pour survivre et pour rendre les coups. Au niveau du trouillomètre, donc je vous ai dit que pour moi c'est pas un horrifique, mais j'ai quand même mis 3 sur 5, pense à respirer de temps en temps parce que de par cette construction un petit peu thriller, plus les scènes gore, parce que oui, il y a des scènes gore, on est avec Stephen King, hein. Voilà, il est très fort pour décrire des scènes très graphique. Voilà, ça m'a quand même fait monter un petit peu la tension quelquefois, mais ça m'a pas fait très peur, on va dire. Voilà, je l'aurais pas lu le soir avant de me coucher, soyons honnêtes. J'ai préféré le lire en journée. Et voilà, parfois effectivement la tension était quand même assez élevée, mais ça restait circonscrit à certains passages. Voilà. Alors après c'est vrai qu'il est gros, il fait 700 pages. Personnellement, je n'ai pas vu passer ces pages. Je l'ai lu en une dizaine de jours, je crois. Et j'avais envie d'y retourner, en fait, j'avais tellement envie de savoir si Rosie allait s'en sortir et ce qui allait lui arriver. C'était trop bien, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je pense même que c'est un petit coup de cœur et c'est un de mes meilleurs King jusqu'à maintenant. Je pense que je le mettrai au-dessus de Jessie, que j'avais adoré, parce qu'il est un petit peu plus développé sur le côté VSS. Et je le mettrai aussi au-dessus de 2211-63. J'avais adoré 2211-63, mais j'ai préféré Rose Madder. Franchement, pour l'instant, par contre, je le mets en dessous de la ligne verte. Voilà. Parce qu'il m'a quand même procuré moins d'émotions fortes au sens... j'ai pas pleuré, voyez-vous. Donc voilà, je dirais ligne verte, Rose Madder et Jessie. Pour l'instant, je pense que c'est mon top 3 des Kings, en tout cas comme ça de tête. Voilà, voilà. On est pas mal. Et en tout cas, je suis très contente d'avoir lu un King. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Et c'était un vrai plaisir. J'ai ensuite lu Compartiment pour dames de Anita Nair, qui est une autrice indienne, et le livre se passe d'ailleurs en Inde. Et non, je ne l'ai pas lu pour le Un mois un pays, puisque ce mois-ci nous serons au Danemark. Dans ce petit livre contemporain qui fait 400 pages et qui a été publié pour la première fois en VO en 2001 et en VF en 2002, on est donc en Inde, et plus particulièrement on est avec Akila, qui est une femme d'un certain âge, qui a peut-être 40 ou 50 ans, qui va se retrouver à faire un voyage en train pour aller à l'autre bout de l'Inde. Et dans ce train, elle va être dans un compartiment de nuit réservé pour les femmes, et donc en fait elle va rencontrer des femmes dans ce compartiment, et elle va leur poser une question parce que Akila, elle a une vie personnelle qui est assez peu courante, on va dire, pour l'Inde de cette époque-là, en tout cas pour les mœurs indiennes. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant et elle aimerait vivre seule, mais elle a le poids des regards, le poids de la société qui pèse lourd sur elle, le poids aussi de sa famille. Et donc en fait elle va poser une question à ces autres femmes dans ce train qui est de
en gros leur demander leur avis sur la question. Donc pour ça, elle va leur expliquer un petit peu sa propre histoire, et chaque femme ensuite va raconter son histoire, sans jamais vraiment donner de réponse à Aquila, mais juste en lui exposant « voilà ma vie », et en gros tire-en les conclusions que tu veux, mais voilà ma vie. Et donc nous, on va suivre les destins de plusieurs femmes. Alors combien? Je dirais peut-être 4 ou 5, plus l'histoire d'Aquila. Et évidemment, chacune de ces femmes indiennes va avoir une histoire de vie différente, très différente les unes des autres, des positions sociales différentes, des âges différents, des parcours de vie différents, normal quoi. Et donc on va découvrir l'histoire de ces femmes. Alors, pour compartiment pour dames, j'ai bien aimé, de par cet aspect déjà de découvrir les mœurs et la culture indienne, et plus particulièrement dans le cas d'Aquila, la culture tamoule, que je ne connaissais pas du tout. Je connais pas grand chose sur l'Inde, honnêtement. Tous ces côtés-là étaient intéressants, de comprendre la place des femmes dans cette société indienne, selon d'où elles viennent, selon leur richesse, etc., selon leur famille. C'était vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, c'était voilà, intéressant de ce point de vue-là. Par contre, j'ai trouvé que la manière de faire, ça m'a pas convaincue. Parce que, en gros, on est dans ce train. Et déjà, moi, j'adorais l'idée qu'on soit dans un train. Et je pense que le premier reproche que je peux faire, c'est que ce train, il est là. C'est juste, pour moi, une construction vraiment littéraire, juste pour qu'on ait ces femmes toutes ensemble, qui vont quelque part, qui vont descendre ou monter à des arrêts différents. Mais en gros, c'est ça qui nous permet d'avoir cette discussion. Être dans le train, ça m'a pas apporté grand-chose. J'aurais aimé en tout cas ressentir une ambiance. Alors on l'a un petit peu avant qu'elle monte dans le train. Voilà, il y a un côté un petit peu poétique sur les quais de la gare, etc. Ça, c'était cool, mais j'aurais aimé que ça se prolonge une fois dans le train. Alors, on l'avait un petit peu parce que, voilà, à certains moments, on a ce côté ambiance de train, mais c'était très léger. Et clairement, j'aurais aimé plus, tout simplement. Ne serait-ce que pourquoi, à aucun moment donné, par exemple, il me semble, on n'a pas de description de paysage, de qu'est-ce qui se passe en dehors de ce train qui bouge et qui avance. On a un petit peu les gares, mais assez peu. Bref, voilà. En tout cas, j'ai trouvé que cette mise en scène était trop artificielle. Elle ne servait là que pour amener le propos et les rencontres, mais pas vraiment l'ambiance de train. Ça m'a un petit peu déçue, parce que j'en attendais plus, parce que j'adore moi-même voyager en train, et que j'adore cette ambiance de train. Alors, évidemment très française, parce que j'ai rarement pris le train à l'étranger. Mais justement, ça m'aurait intéressé de mieux comprendre ces ambiances de train en Inde, qui je me dis doivent être tellement différentes de prendre le TGV ou le TER en France. Donc voilà, de ce point de vue-là, ça m'a un petit peu déçue. Et ensuite, je sais pas, mais c'était dans la manière de présenter les histoires de chaque femme. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que ça m'a pas parlé la manière dont c'était fait. Parce qu'en gros, on commence un petit peu avec un dialogue entre Aquila et une des femmes du compartiment. Et ensuite, on passe sur un bloc où on nous raconte l'histoire de cette femme. Mais sans vraiment que ça soit elle qui nous la raconte. Enfin, oui, mais non. C'était un système un petit peu étrange, qui m'a, moi, pas convaincue. J'aurais presque préféré qu'on soit tout le temps dans ce train et qu'on soit que dans du dialogue. Alors oui, ça aurait peut-être été lourd au bout d'un moment, mais peut-être un petit peu plus alterné, parce que là, en gros, voilà, on avait l'introduction avec le dialogue, et ensuite, pof, on avait toute l'histoire de la femme, et à la fin, on avait la conclusion. Je sais pas, pareil, c'était un petit peu artificiel, un petit peu lourd aussi à la lecture, parce qu'on a ce gros bloc qui vient nous raconter l'histoire d'une des femmes. Et aussi, au niveau écriture, ça, c'est très personnel, mais ça m'a pas procuré énormément d'émotions, alors qu'il y avait un potentiel émotionnel dans ce livre, parce que leurs histoires à ces femmes, elles sont parfois très dures. Elles racontent des choses vraiment très difficiles et révoltantes à certains moments. Alors révoltée, oui, ça j'ai été. Mais on va dire, j'ai pas été émue énormément, j'ai pas été émue aux larmes. Mon cœur s'est rarement serré, voire pas du tout. J'ai plus eu un sentiment de révolte à certains moments, en fait, comme ces femmes l'ont été. Mais voilà, il m'a manqué une dimension émotionnelle, et peut-être que c'était un petit peu trop artificiel au niveau de la construction pour que vraiment j'arrive à me plonger dans l'histoire. Mais il n'empêche que j'ai quand même apprécié ma lecture, que je l'ai lue assez vite, et que j'ai appris énormément de choses. Et ça, c'était hyper intéressant vraiment au niveau
culture indienne, place des femmes, ça c'était génial, j'ai vraiment appris énormément de choses. Ça aurait été un livre idéal pour le 1 mois un pays, si le 1 mois un pays avait été sur l'Inde, par exemple. Au niveau du trouillomètre, je lui ai mis 1 sur 5, même pas peur. Il y a quelques scènes un petit peu choquantes, quelques scènes de violence également, donc attention, c'est pas des histoires de vie qui sont lisses et drôles, clairement, mais ça fait pas peur en soi. J'ai ensuite lu Nous qui avons connu Solange de Marie Vareille. On est ici avec un drame que j'ai lu en audio qui fait 432 pages et qui a été publié le 11 mars 2026, ce qui est assez rare pour le souligner parce que je lis assez rarement les sorties de l'année. Si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous voyez qu'il y a assez peu de livres qui viennent juste de sortir. Mais alors celui-là, j'en ai tellement entendu parler, je n'avais qu'une hâte, c'était de le lire. Notamment parce que de cette autrice, Marie Vareille, j'avais lu, et ça avait été un coup de cœur, j'avais lu La Dernière Allumette qui m'avait bouleversée. Alors lui, pour le coup, j'avais pleuré beaucoup, et j'avais dévoré ma lecture, c'était incroyable. Et donc j'avais hâte de lire celui-ci parce que je n'entendais que des bons retours et que visiblement c'était un petit peu dans la même vibe que La Dernière Allumette. Bref, revenons à nous qui avons connu Solange dans ce livre. Nous suivons Célestine, qui est une vieille dame qui a plus de 100 ans, et elle nous raconte sa vie en Corrèze quand elle vivait dans la ferme familiale. Et en gros, on va suivre comment cette jeune fille, à la base, n'avait qu'un désir, c'était d'aller étudier, d'aller à l'école, et comment elle n'a pas pu parvenir à ses objectifs, à ses rêves. Donc ça, c'est une partie, un personnage qu'on suit, et ensuite on suit aussi Solange, qui est enfermée dans ce qu'on appelle une école de préservation pour jeunes filles en Gironde. Évidemment, le destin de Célestine et de Solange vont être liés, on apprendra dans l'histoire comment ces deux femmes sont liées. Ce livre, sa grande thématique, c'est, encore une fois, comme dans Compartiment pour dames, et presque comme dans Rose Madder, c'est la place des femmes. Là, du coup, ça commence dans les années 30, 40, et on voit l'évolution de la place des femmes au fil du temps sur plusieurs générations de femmes. C'était une très belle lecture, qui était très dure, en ce sens où les thématiques sont douloureuses en fait. Sont douloureuses, sont difficiles, mais c'était très bien mené. Ça m'a beaucoup fait penser dans sa construction quelque part à La Dernière Allumette. On suit une femme, on suit une autre femme, et avec d'ailleurs des formes différentes. On a l'impression de suivre un journal intime, et puis on a une narration qui est encore différente pour l'autre personnage, et on progresse dans cette histoire et on est persuadé qu'on va vers quelque chose, et en fait pas du tout, on est sur totalement autre chose. Et puis ça arrive plusieurs fois dans l'histoire, donc il y a ce côté avec beaucoup de tension, parce qu'on pareil, on sait qu'il va y avoir des révélations, mais on ne sait pas ce qu'elles vont être. Du coup, il y a un côté très addictif. Et aussi, on s'attache à ces femmes parce que ce qu'elles vivent, c'est révoltant. Et on a tellement envie que la vie soit plus belle pour elles et qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Et voilà, et moi j'ai été prise dans cette histoire parce que ces personnages sont touchants, attachants, ils sont très humains, ces femmes, elles sont très humaines. Elles ont des failles, elles ont des défauts, elles essayent de porter leur vie à bout de bras parfois, et c'est pas facile, et voilà, et elles font de leur mieux. Mais c'est pas parfait. Et j'ai beaucoup aimé ça en fait. C'est qu'on a des personnages qui sont pas lisses. Et j'ai beaucoup aimé où nous a emmené l'autrice au fil de ces pages, dans des thématiques que je peux pas vous dévoiler, mais que moi j'ai trouvé très intéressantes, très importantes. Alors, pas forcément très originale, mais très intéressante malgré tout, avec un traitement qui moi m'a plu, que j'ai trouvé original. Voilà, c'est plus le traitement des thèmes que j'ai trouvé sympa. Voilà, j'aimerais vous en dire tellement plus, mais je peux pas, parce que ce livre, il faut y entrer sans presque en savoir trop, mais moi en tout cas, j'ai été très agréablement surprise par ce livre. J'avais des attentes très élevées après La Dernière Allumette. Nous qui avons connu Solange, je le mettrais quand même en dessous de La Dernière Allumette, voilà, parce que dans La Dernière Allumette, vraiment, ça m'avait brisé le cœur. J'avais tellement été émue au plus profond de moi. Là, oui, j'ai été émue, mais pas autant. J'ai peut-être eu les larmes aux yeux 1 ou 2 fois, mais voilà, c'était pas la grande dégoulinade. Et je sais pas, il y avait... Alors, je l'ai écouté en audio aussi, c'est quand même très différent d'une lecture papier, enfin, très différent. Relativement, j'ai déjà pleuré à chaudes larmes en écoutant un livre audio, hein, c'est pas ça la question. Voilà, tout ce qui est ambiance, etc., ça passe différemment. Et là, je sais pas, il y avait un côté qui était quand même presque sombre. Et ce côté un petit peu sombre, à certains moments, est venu
écraser un petit peu les émotions fortes. Et c'est pas négatif du tout, mais c'est juste cette raison-là qui fait que je le mettrais en dessous de la dernière allumette, qui était aussi pourtant sur des thématiques très très dures et très sombres. Je le mets en dessous, mais c'était quand même une très bonne lecture. Au niveau du trouillomètre, je lui ai mis 1 sur 5, même pas peur. Mais attention, comme dans Compartiment pour dames, on est avec des sujets sensibles. Et il y a de la violence à certains moments, de la violence contre les femmes. Et on va terminer ce point lecture sur une touche beaucoup plus douce et un peu magique, parce que j'ai lu le tome 2 de La Pâtisserie Bliss, une pincée de magie, de Catherine Littlewood. J'ai lu ce livre dans le cadre du Grand Chelem des sagas, il me rapporte 2 points, c'est pas beaucoup mais c'est toujours mieux que 0. Et aussi pour l'été en série de ma copine Totalie Brune. Alors ici on est dans un fantasy jeunesse qui fait 256 pages, qui est paru en version originale en 2013 et en version française en 2014. Alors dans cette histoire, je vais vous parler du tome 1 plutôt que du tome 2 parce que sinon je vais vous spoiler, mais en gros dans cette histoire de Pâtisserie Bliss, on est dans une famille, on suit Rosemary Bliss qui a 12-13 ans, quelque chose comme ça, qui vient d'une famille de pâtissiers et de pâtissières, la famille Bliss, mais qui ont une particularité, c'est qu'ils détiennent le livre de recettes de leur famille depuis des générations et que ce livre propose des recettes magiques. Dans toutes les recettes, il y a toujours besoin d'un ingrédient magique et ça rend les gâteaux magiques aussi. Et c'est génial parce que ça a un côté hyper cosy cette histoire. Dans le tome 1, ça c'est un petit peu le cadre global, vous voyez la pâtisserie magique, avec une famille et on est avec une jeune fille, donc c'est en ça que c'est très jeunesse. Mais il va se passer plein de péripéties dans le tome 1, et donc dans le tome 2 on est dans une suite directe, je vous conseille de lire dans l'ordre. Et donc dans ce tome 2 en fait on va être plus particulièrement à Paris, alors je vous dis pas pourquoi ni dans quel cadre, mais en gros, c'est ça que j'ai adoré dans ce tome 2, c'est qu'on est à Paris, alors qu'à l'origine, la pâtisserie familiale de la famille Bliss est en Amérique, aux États-Unis. Et donc dans ce tome 2, on est à Paris et on va assister avec Rosemary à un concours de pâtisserie. Et ça, c'était trop cool. Trop bien. Moi, j'adore regarder Le Meilleur Pâtissier. Et là, clairement, j'avais l'impression d'être dans Le Meilleur Pâtissier, mais en version magique. Sachant que, attention, hein, tous les concurrents ne sont pas des pâtissiers magiques. Non, il n'y a que Rosemary. Et c'est en fait, ça amène à des situations hyper cocasses parce que ces ingrédients magiques, la manière de les récupérer, des fois elle est totalement loufoque et ça crée plein de situations rocambolesques et c'est mignon, c'est drôle, enfin vraiment c'est pour les enfants. Clairement vous attendez pas à un truc qui tient la route de fou, non il y a un côté mais vraiment enfantin, magique, mais moi j'adore vraiment, je suis trop fan, il y a ce côté aussi hyper gourmand. On a toujours l'explication de l'origine des recettes qu'elle va cuisiner avec la liste des ingrédients et dont toujours cet ingrédient un peu étrange. D'ailleurs, dans ce tome 2, on a aussi une souris et un chat qui parlent. Ça, j'ai envie de dire, ça fait toujours plaisir, des animaux qui parlent. Il arrive toujours plein de petites choses aussi. Elle a 2 frères et une petite sœur et eux aussi, ils sont toujours embarqués dans les aventures avec Rosemary, ses parents aussi. Il arrive toujours un petit quelque chose à chacun d'entre eux et vraiment, j'adore. C'était trop bien. Je l'ai fini ce matin. J'ai presque envie de lire la suite tout de suite. Mais bon, j'ai déjà commencé 3 autres livres, donc on va se calmer. Mais c'est trop mignon. Vraiment, j'aime trop. C'est à la fois mignon, doux. Il y a quand même des aventures. Un petit côté aventure qui est très sympa, que j'ai bien aimé. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va bien pouvoir leur arriver dans le tome 3, même si on s'en doute un petit peu. Mais je suis hyper curieuse. Et voilà, c'est vraiment une lecture doudou qui fait du bien, c'était top. Bon, au niveau triomètre, 1 sur 5, même pas peur, hein, là, pas de suspense. Et donc voilà, c'est sur cette petite touche de magie gourmande que je vais terminer ces chroniques littéraires de la semaine. Est-ce que vous avez déjà lu un ou plusieurs de ces livres? Et si oui, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus en commentaire. Je pense notamment au Rose Madder, je soupçonne quelques personnes d'entre vous de l'avoir déjà lu. N'hésitez pas à venir me donner votre avis en commentaire. Ça pourrait d'ailleurs intéresser d'autres personnes qui souhaiteraient le lire, donc attention quand même à ne pas spoiler. Et nous qui avons connu Solange aussi, je pense que certaines d'entre vous l'auront peut-être lu. Et puis n'hésitez pas également à, avant de partir, vous abonner, à liker la vidéo si c'est pas déjà fait,
et en profiter en commentaire à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle semaine de belles lectures. Pour ma part, je vais retourner lire un peu et je vous dis à très bientôt. Ciao!